Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, mes très chers Padawan. J'ai décidé de me plonger un instant dans la culture Jedi avec l'espoir de sortir de cette critique avec un semblant de paix intérieure. Parce que si vous avez déjà vu mes vidéos sur le sujet, vous savez que pour moi le 7 était un très mauvais départ, mais que Rogue One m'avait redonné espoir et était même bon pour ne m'avoir fait craindre de ne plus rien avoir à dire dans les prochaines vidéos. Star Wars 8 est un des cas les plus difficiles que j'ai eu à traiter et paradoxalement, le moins intéressant. Pouvait-il seulement être sauvé? The Last Jedi, maladroitement traduit en français par Les Derniers Jedi, au pluriel, alors que le titre original est au singulier puisqu'il désigne Luke, une faute de traduction révélée dès le jour où elle est annoncée mais qui a été conservée parce que bon, quand même, le marketing avait déjà bossé dessus 2 heures, vous comprenez, c'est pas comme si le titre allait rester dans l'histoire du cinéma, pardon, je m'égare déjà. Les Derniers Jedi est le deuxième volet de la nouvelle trilogie lancée en 2012 par Disney Lucasfilm après le 7ème volet de J.J. Abrams The Force Awakens, sorti en 2015, et le 3ème film Star Wars en général si on rajoute le Rogue One de Gareth Edwards de 2016. Étant établi maintenant que Disney n'avait aucun plan précis au-delà du premier épisode de cette nouvelle trilogie concoctée par Abrams et Lawrence Kasdan, que j'ai décidé de nommer du fait qu'elle exploite l'adoration de la saga dans son scénario la nostalgie Star Wars, c'est alors que le réveil de la Force entame son tournage que Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm et responsable de la licence Star Wars, décide de faire appel au réalisateur le plus surprenant qu'on aurait pu trouver pour continuer une saga de SF telle que celle-ci, Rian Johnson. Sans Y, parce que rien que dans le prénom, le mec est casse-couille. Une quarantaine aussi ronde que lui, et que moi pour être honnête, ce qui lui donne une petite bouille de geek pas volée vu le nerd total qu'est ce mec, Rian Johnson est annoncé le 20 juin 2014 comme étant le réalisateur officiel de Star Wars 8, bien qu'il ait aussi un temps été question qu'il s'occupe en plus de l'épisode 9, ensuite démenti par l'emploi de Colin Trevorrow, puis son remplacement par J.J. Abrams. Et contrairement à ce dernier, Johnson est engagé en tant qu'unique scénariste et réalisateur de l'opus, donc là où l'impact d'Abrams pouvait être relativisé, même si j'avoue avoir abusé en le qualifiant de Yes Man, Star Wars 8 est par définition un film d'auteur. Alors c'est très louable de mettre un auteur à la barre d'un blockbuster pareil, mais le risque dans ce genre de cas, c'est que le résultat dépend de l'auteur. Et alors va falloir s'y intéresser à l'auteur parce qu'il traîne à son actif 3 films très... space. Là vous me demandez space comment, et je vous réponds space dans le genre film noir où les mafieux sont des lycéens de 17 ans. Ce genre de space. Brick, réalisé en 2005 pour 500 000 $, raconte l'histoire d'un jeune homme plutôt impulsif et violent, alors qu'il cherche à expliquer la mort de son ex-petite amie peu de temps après qu'elle se soit rapprochée de dealers et l'ait appelé à l'aide. Malgré la présence de Joseph Gordon-Levitt au casting, le film était définitivement trop prétentieux et maladroit pour être vraiment intéressant, mais lui a tout de même permis de se faire un petit nom. Il sort ensuite en 2008 The Brothers Bloom, l'histoire des frères Bloom, Stephen Bloom joué par Adrian Brody, et Bloom Bloom, oui, Bloom Bloom, joué par Mark Ruffalo, 2 arnaqueurs qui brillent par l'excellence de leur mise en scène. He positioned me in the same spot where 6 years ago Charleston's wife had stood and told him she was leaving. He picked my suit to match her outfit. Alors que Bloom souhaite profiter d'une dernière arnaque pour libérer Steven de cette vie où tout est faux et rien n'a de valeur, son plan va être contrarié par l'imprévisibilité du comportement et la maladresse de Penelope, la riche héritière cible de leur arnaque interprétée par Rachel Weisz, dont Steven est plus ou moins en train de tomber amoureux alors que leur père ressort du passé et que d'autres criminels les prennent en chasse. Et dit comme ça a l'air super fun, mais le film est ultra chiant, la faute à une gestion absolument chaotique du ton, clairement recherchée, mais trop mal maîtrisée pour permettre l'investissement du spectateur face aux absurdités qu'il voit. Enfin, en 2012, il renoue avec Joseph Gordon-Levitt, qui avait malgré tout droit à un caméo sympa dans Les Frères Bloom, et sort le thriller de SF Looper, dans lequel les Loopers éponymes sont des tueurs à gages de l'an 2044, chargés d'exécuter des cibles venues d'un futur dont ils ignorent tout, sauf que ces machines à voyager dans le temps illégales sont le seul moyen de se débarrasser définitivement d'un individu sans laisser de preuves. Lorsqu'ils terminent leur contrat, les Loopers, pour ne pas pouvoir témoigner, sont renvoyés dans le passé pour s'exécuter eux-mêmes, avec une bonne paye pour leur retraite en attendant. Les choses se compliquent quand un mystérieux Rainmaker décide de fermer toutes les boucles et que Joe voit son lui du futur, joué par Bruce Willis, lui échapper avec pour objectif de tuer le Rainmaker alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Et ce film-là est génial, très original, et parvient parfaitement à raconter une histoire où l'on fait des sauts dans le temps. Ce qui allait être très utile pour Star Wars 8 vu tout ce qu'il manquait comme information dans Star Wars 7, et a effectivement et logiquement mené au premier flashback de la saga numéroté. Fort de ce succès, Johnson a ensuite fait parler de lui en réalisant 3 épisodes de Breaking Bad, parmi lesquels le génialissime épisode de la mouche,
et l'un des épisodes les plus appréciés de la saga lui vaudra d'ailleurs un prix pour sa réalisation, Ozymandias. My name is Ozymandias. À toi ta gueule? Sérieux? Ta gueule! C'est donc fort de cette carrière très inégale que Rian Johnson se voit confier la réalisation de cet opus, et en tant qu'auteur, Johnson a considéré qu'il n'était absolument pas de sa responsabilité de répondre aux problèmes du set, au contraire. Il les a dénoncés, utilisés comme base de son script pour certains personnages, et a œuvré à interdire la possibilité d'à nouveau faire de la copie dans le 9ème en reprenant lui-même, mais plus intelligemment, les scripts des 5e et 6e films dans le sien. Là où l'épisode 7 était un « on vous donne ce que vous kiffez », l'épisode 8 est l'inverse. On vous retire ce que vous kiffez parce qu'il est temps de grandir, d'amener la saga ailleurs. Un agenda intéressant, sauf quand c'est fait par un gars pas doué qui se prend vraiment pas pour de la merde et qui est plus intéressé par son propre film que par la bonne tenue de la saga elle-même, et avec les intentions de la part de Disney que je vais aborder au cours de cette critique. I'm not making the same mistakes again. No, you're making all new ones. À cause de la copie conforme que Star Wars 7 avait fait de Star Wars 4, la seule solution pour éviter un schéma classique où on affronterait pour la dernière fois Snoke et son premier ordre au dernier opus, c'était d'aller à l'encontre des attentes, comme je l'avais dit à la fin de mon Pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Star Wars 7. Et Johnson a compris ça, qu'il fallait déjouer les attentes du public, en plus de travailler à les détacher des anciens films. Mais le gars s'y est appliqué en mode bourrin, quoi. C'est-à-dire qu'il a littéralement détruit tout ce qu'il y avait des anciens films, systématiquement présenté le point de vue inverse de son prédécesseur, jusqu'au fait que le premier était fait pour aller à fond la caisse et celui-là pour traîner le cul, et systématiquement déjouer les attentes du public 100% du temps. Ce qui n'est pas plus intelligent que de les satisfaire 100% du temps comme le 7. Tout ça mène à des incohérences dans cette saga et les précédentes, à se reposer sur les personnages qui pourtant manquent toujours cruellement de définition et d'intérêt, et à un des plus gros bordels cinématographiques que j'ai jamais eu à démêler. À tel point qu'il m'est presque impossible de revenir sur ce film comme je l'ai fait avec Star Wars 7 ou Rogue One. Les problèmes sont tellement entremêlés les uns avec les autres, entre les enjeux, les thèmes, les personnages, les inspirations, et en même temps si évident à décrire qu'il est presque impossible d'en aborder un sans dévier immédiatement sur un autre sujet, faire un tas d'allers-retours ou un catalogue des problèmes du film. Donc, pour la première fois, je vais revenir sur un film Star Wars dans l'ordre chronologique et non thématique, afin d'aborder les mauvais points et les bons points au fur et à mesure qu'ils se présentent, et essayer de rétablir l'équilibre dans le jugement de ce film qui a de bonnes intentions, mais de mauvais résultats. Et déjà, je pourrais m'arrêter là. Bon, par contre, histoire de pas pisser dans un violon pendant 2h30, un avertissement pour les détracteurs habituels des critiques envers Star Wars. Je ne suis pas fan de Star Wars. Je ne l'ai pas vu dans mon enfance, je n'y ai pas d'attachement nostalgique, je trouve que ce sont de bons films ou séries. Je vous redirige vers mes autres vidéos pour plus de détails. Qu'un film soit original, c'est le minimum à demander. C'est pas parce que le 7 était une copie du 4 que l'originalité du 8 ne doit pas être soumise à une certaine cohérence ou à avoir de l'intérêt. Qu'un film montre des femmes ou une diversité ethnique à des postes à haute responsabilité ne veut pas dire qu'il traite correctement l'idée d'intégration. C'est par exemple idiot que même les ennemis aient une armée ouverte aux femmes et à la diversité ethnique, puisque déjà que les intentions du Premier Ordre ne sont pas vraiment claires, j'entends par là ce qu'ils veulent imposer une fois qu'ils seront au pouvoir, se priver du choix ingénieux qu'avait fait la trilogie originale de montrer un empire exclusivement blanc, âgé et masculin là où les rebelles étaient dirigés par des jeunes femmes, des aliens et des moustaches, est à la fois un gâchis, la preuve d'une incompréhension de la saga et de la question d'intégration ou de l'égalité, et une connerie qui amène au problème que nous allons aborder plus loin. Et enfin, n'importe quel film a un devoir de cohérence, mais plus encore, un épisode d'une saga. C'est la preuve d'un professionnalisme, de savoir respecter une logique de bout en bout d'un récit et de savoir construire une trilogie, et c'est incroyable que Star Wars ne soit pas capable de faire des récits corrects quand les originaux servent de base au cours de scénarios du monde entier. Cette mise au point étant faite, allons-y pour Star Wars Episode 8, The Last Jedi. Vous voulez voir pourquoi il y a tellement de problèmes que j'ai besoin de les aborder au fil du film? Boum! Première ligne de texte, premier problème. Il vient de l'épisode 7, mais problème quand même. Ouvrir avec « Le Premier Ordre règne » est un écho à l'ouverture de l'épisode 5, et c'est une heure sombre pour la rébellion, qui comme ici démarre avec l'attaque d'une base rebelle. Sauf que plusieurs années avaient passé entre l'épisode 4 et l'épisode 5, et ce texte du coup est nécessaire pour résumer le temps écoulé et introduire le nouveau problème. Ici, on démarre immédiatement après la fin de l'épisode 7, exactement comme dans une série télé. La preuve, Rey et Luke sont encore dans le cliffhanger de l'épisode précédent quand on les récupère. Donc le Premier Ordre règne, alors qu'ils viennent de perdre leur arme ultime, leur base principale, des millions de soldats et une armada dans l'épisode d'avant. Donc qu'est-ce que Snoke a à répandre dans la galaxie pour en prendre le contrôle? Il en avait pas déjà le contrôle? Là où ça pose vraiment problème, c'est à cause du manque de développement politique de l'épisode 7, qui fait qu'on n'a aucune idée de ce que représentaient les forces du Premier Ordre, de ce qu'il en reste, et même s'il reste des forces de la Nouvelle République.
Ou quel est l'équilibre, la répartition des forces entre la Nouvelle République, la Résistance et le Premier Ordre? Pour ce qu'on en savait à la fin de The Force Awakens, c'est l'anarchie en ce moment dans la galaxie, pas la victoire du Premier Ordre. Et comme j'en entends me dire ça à chaque fois, on avait ces informations dans les premiers épisodes. Il y avait un empire, et contre l'empire il y avait des rebelles, ça se définissait tout seul. Ici on a le Premier Ordre, qui semble une dictature au pouvoir, mais en fait non, il y a aussi une république, et genre on n'est pas en guerre officiellement, mais il y a une résistance en plus. C'est pour ça qu'on a besoin d'explications, parce que ce qu'on nous donne n'a pas de sens par lui-même. Ils auraient pu ouvrir avec ta mère en string règne sur la galaxie, on serait obligé de les croire de la même façon, puisque l'équilibre des pouvoirs n'a jamais été défini. Voilà. Vous avez vu tout le développement dont j'ai eu besoin pour la première phrase du texte d'intro? Dans le deuxième paragraphe du film se trouve un des principaux problèmes disséminés au fil de The Last Jedi. Rian Johnson nous dit que la résistance attend de Luke qu'il ravive l'espoir. Gardez-le en tête, on va pas l'aborder dès maintenant, mais j'adore que le scénariste utilise le texte d'intro pour te présenter le thème de son film, qui est exactement le même que celui de l'épisode précédent, l'attente d'un espoir. L'espoir symbolisant l'amour des fans pour la saga, je le rappelle, depuis l'épisode 7. Et enfin, on nous présente le contexte. La Résistance a exposé sa base après l'attaque, je sais pas comment, ils sont partis en vitesse lumière, et si on trouvait une base rebelle après sa première attaque, ce serait quand même un peu dur d'en tenir une. Mais comme on va le voir, Johnson a une fâcheuse tendance à vouloir détruire tout ce que l'épisode 7 a échafaudé. Ce qui n'est pas pour me déplaire, sur le principe. Maintenant, faut voir ce qu'il en fait. Et le Premier Ordre vient pour leur mettre sur la gueule. Comme tout le film est aussi sur le thème du passage de flambeau à la nouvelle génération, il démarre après un plan sur l'évacuation de la base de la Résistance sur Billy Lourdes, la fille de Carrie Fisher, qui voit les vaisseaux du Premier Ordre arriver. À leur bord, Hux, toujours joué par Domhnall Gleeson, qui a visiblement pris 2 ans dans la gueule depuis le dernier film alors qu'il s'est écoulé quelques secondes dans l'univers de la saga, ordonne le déploiement de leur arme ultime parce qu'apparemment quand tu viens détruire une base, tu fais venir l'arme qu'il fait à part. Tell Captain Kennedy to prime his dreadnought. Ah! Intéressant ça! Un méchant du film s'appelle Kennedy. C'est vachement proche de Kathleen Kennedy, ça, tout de même. Vous trouvez pas? Vous savez pourquoi c'est cocasse? Bon, à part pour le fait que Johnson soit ultra lèche-cul avec elle. He is so significantly important to this next film. I'm going to take a very short amount of time to just say that I've been making movies for a long, long time, and I don't think I have ever had an experience like I've had with this guy and this guy. Parce que c'est devenu un thème récurrent d'intégrer des critiques de Disney et Lucasfilm en filigrane dans Star Wars. Le thème de Star Wars 7, des personnages qui sont appelés à se battre mais qui n'en ont pas envie comme Abrams a récupéré à contre-cœur le projet par exemple, ou encore la dernière saison de Star Wars Rebels où le méchant, l'amiral Thrawn, un personnage qui en principe était le méchant principal des suites éditées en livres de Star Wars, a été ramené dans la période pré-trilogie originale, faisant donc du symbole de l'Empire dévastateur un personnage tout bleu, comme la mascotte d'un autre empire, et en ennemi secondaire, on a une femme coiffée comme Kathleen Kennedy dans sa jeunesse, ultra sadique et qui sort texto dans un épisode. I don't care much for art. Alors du coup, je sais pas si c'est fait exprès, si elle s'en rend compte et elle laisse pisser ou si elle est aveugle, mais même celle-là, je la trouve un petit peu visible quand même. Tell Captain Kennedy to prime his dreadnought. Le Dreadnought fait donc son entrée dramatique et pour une raison que j'ignore, ne fait pas immédiatement feu sur la base, mais laisse tranquillement le temps au vaisseau de Poe Dameron, toujours joué par Oscar Isaac, de s'approcher pour... I have an urgent communique for General Hux. Tell your precious princess there will be no terms, there will be no surrender. Okay, I'll hold. Tell him Leia has an urgent message for him. I believe he's tooling with you, sir. About his mother. Troller Hux au téléphone pendant 3 minutes. Alors ça révèle un problème plus général sur la saga sur lequel on sera amené à revenir plus loin, mais... Ok. Disney essaie de diriger ses films vers un public plus jeune. Sérieux? Troller ton ennemi sur sa mère au téléphone pendant 3 minutes comme un millénial, c'est pas aller un tout petit peu loin quand même. Vous savez comment elle aurait dû se finir cette conversation? Open fire! Mais pour une raison absurde, ils ne font pas ça, lui laissant le temps de lancer son attaque, qu'il aurait pu lancer directement, je vois pas pourquoi il a tenu à s'arrêter pour troller 2 minutes avant. Et non, c'est pas comme Han, il insultait pas leur mère. Everything's under control, situation normal. Et il illustre enfin qu'il est l'excellent pilote qu'on nous avait vendu dans l'épisode précédent en détruisant les défenses rapprochées du Dreadnought. Pourtant, bien qu'il commence à tirer sur la base et se destine probablement à les viser ensuite, Leia, jouée pour la dernière fois par la regrettée Carrie Fisher, décide d'arrêter Poe en plein succès. You did it, Poe. Now get your squad back here so we can get out of this place. Quel escadron?
Il est en train de se les faire tout seul. De façon assez compréhensible, Poe refuse cet ordre et appelle les bombardiers les plus lents, les moins manœuvrables et les moins bien protégés de la galaxie pour larguer leurs bombes sur le Dreadnought. Qui d'ailleurs n'ont pas coupé leur communication, eux, donc si Leia tient à annuler, elle peut les contacter directement, sauf qu'elle aurait tort parce qu'effectivement, pour l'évacuation comme pour les troupes encore présentes, ça serait un avantage certain parce que Poe a seulement détruit les défenses du Dreadnought, et d'ailleurs si elle n'est pas d'accord, pourquoi ils sont déjà à mi-chemin? Alors que les 9/10 de l'armada sont détruites, il ne reste plus qu'un bombardier et une seule soldate à l'intérieur pour sauver la situation, une illustre inconnue qui va parvenir in extremis à... Nope, morte. Non, je suis navré, à cette vitesse et vu sa position, il n'y a aucune chance que la meuf ait pu rattraper cette télécommande. Ou alors c'est un putain de chat. Alors j'ai entendu des protestations là-dessus, mais... je les comprends pas. Pourquoi ces bombes ne devraient pas continuer tout droit? Un objet lancé n'est dévié de sa trajectoire que par l'application d'une force extérieure. Dans le vide de l'espace, il n'y en a pas. Donc aucune raison qu'elles continuent pas leur chemin tout droit vers le vaisseau. Le Dreadnought détruit, Poe et les rescapés retournent vers le vaisseau de la Résistance, sans que les Star Destroyers ne les en empêchent ou tirent dessus, et ils s'enfuient. Non mais sérieux? Sérieux? Ah, good. Supremely... Wow. D'où Snoke utilise la force sur Hux à des millions d'années-lumière de distance et à travers un hologramme? Ok, les plus mordus de Star Wars vont me dire que ça se fait aussi dans l'univers étendu Legends et que Vador l'a fait dans l'épisode 5. Alors pour Vador, il est pas à des années-lumière, il est dans le vaisseau d'à côté. Et pour le reste, eh ben ça me dérange aussi dans l'univers étendu, je vois pas le problème. J'ai jamais dit que Star Wars c'était une licence parfaite, hein, vous avez pas vu mes vidéos sur les premières trilogies si vous pensez ça. C'est cheaté, si un Sith ou un Jedi peuvent faire ça, c'est fini, ils installent des hologrammes partout dans l'univers et ils butent tout le monde par la force. Ils le faisaient pas dans les films, pas à ce niveau, justement parce que ça ne donnerait plus aucune chance aux héros. Hux répond qu'il a la résistance au creux de sa main, puis nous retrouvons Finn, joué à nouveau par John Boyega, toujours entre la vie et la mort, après avoir eu les colonnes vertébrales tranchées au sabre laser quelques heures auparavant, ou déjà guéri et frais comme un gardon, ensuite rejoint par Poe, tout juste rentré de mission, afin de faire la transition vers Rey et Luke, joués par Daisy Ridley et Mark Hamill. Et là arrive le premier d'une longue série de Va te faire foutre JJ. J'ai passé mon temps à me plaindre de la copie conforme de Star Wars 7 et de son orientation nostalgique, tout était basé sur l'aura de Luke Skywalker et l'importance de son sabre, et... c'est sublime! Mais c'est plutôt un problème. Le film d'avant s'était terminé sur ce moment et Johnson le ruine complètement. C'est pas juste son ancien sabre, c'est celui de son père, en principe perdu sur Bespin dans la cité des nuages. Rien que pour ça, il devrait tiquer. Même avec son état d'esprit, rendre le sabre serait mieux venu que le jeter. Reste que c'est révélateur du problème principal de The Last Jedi, c'est qu'avec un premier opus aussi calqué sur l'épisode 4 et avec autant de questions en suspens, il allait falloir apporter des réponses inattendues. Et c'est la réponse la plus inattendue. Mais le faire systématiquement n'est pas une bonne chose. Et il l'a fait systématiquement. Ce qui commence à créer des incohérences. Bon, pour le sabre de Luke, c'est variable, ça dépend de votre degré de respect de la saga. Pour le reste, on verra au cas par cas. Ça trahit surtout un problème au niveau de l'histoire. L'univers n'est pas traité comme une continuité logique et vivante, mais des pions au service d'une aventure pensée sous un certain angle. C'est là que l'aspect film d'auteur est une force et une faiblesse. C'est cool d'avoir un auteur qui s'exprime dans une franchise en principe aussi calibrée. Quand la personnalité du réalisateur prend le pas sur la continuité, là, ça commence à me poser problème. Rey poursuit Luke jusque dans les ruines d'un ancien monastère Jedi, et c'est Chewbacca qui prend les devants pour le faire écouter. He said you're coming back with us. Bah oui, il faut que tu traduises, parce que Luke il comprend pas Chewbacca, qu'il connaît depuis des années. Where's Han? On est quoi? Oh! Sérieux? On voit pas la réaction de Luke? Mais attendez, c'est pas le meilleur! Vous savez pourquoi on voit pas la réaction de Luke? Parce qu'il faut gagner du temps. Bah oui, parce que si le dilemme c'est le retour de Luke, il peut pas revenir au bout de 20 minutes. Donc faut meubler, étirer les scènes, trouver autre chose à faire. Et ça va être le boulet de tout le film. Dans tous les sens du terme. Tout ce que le film cherche à faire, scène après scène, c'est faire traîner les choses
les répliques. Bref, gagner du temps. Ou en perdre. Donc même si certaines scènes se déroulent de façon continue, à certains moments, il les coupe, comme ça on se rend pas compte que son histoire avance à 2 à l'heure. Si on change régulièrement d'endroit, on développe une idée ou une action sur 7 minutes au lieu de 2, et on donne l'impression qu'il se passe plus de choses. Non, c'est pas comme dans Rogue One. Dans Rogue One, il se passait plus de choses, donc il y avait un montage simultané constamment. Avant de voir la réaction de Luke, donc, on va avoir le droit à un deuxième moment va te faire foutre JJ. Kylo Ren, joué par Adam Driver, arrive devant Snoke, motion acté par Andy Serkis, qui sort de la douche apparemment, pour être débriefé après sa défaite sur Starkiller, et j'avoue, pour moi cette scène a été quasi orgasmique. And look at you. Bested by a girl who had never held a lightsaber! You failed! You're just a child. In a mask. Et comment il le prend, le personnage entièrement centré sur Vador? Va te faire foutre, JJ! À ce stade, faut vraiment que je vous montre cette photo. Au début du tournage de l'épisode 7, JJ avait signé le Faucon Millenium et Johnson en a fait autant. Mais regardez ce qu'il fait. Il barre le J et il met un R à la place pour que ça fasse Ryan Johnson. Et je sais pas si c'est volontaire comme symbole parce que ça fait un peu coup de pute, mais là le gars exprime clairement qu'il réécrit et corrige ce qu'a fait JJ, presque comme si le 7 n'existait pas. Et ce qu'on vient de voir là, c'est ça en action. C'est Johnson qui dit JJ, t'es gentil, mais ton perso, si son seul dilemme c'est son grand-père, c'est un peu pourri donc on reprend ça à 0. Et ce qui me fait kiffer, c'est qu'il a raison. C'est pourri ce qu'il a fait à Abrams. Une pâle copie de son Star Trek, de Star Wars 4. Excusez-moi. Non mais je confonds parce que vous savez, Star Trek c'est l'histoire d'un orphelin de père qui vit dans une région désertique et rêve d'espace où il va aller après avoir rencontré un mentor et ses meilleurs amis, un mec bougon qui fait des remarques cyniques et un alien, pour affronter le représentant d'un empire qui détruit des planètes avec un vaisseau gigantesque et où tout est axé sur le fait de retrouver une vieille figure de la saga, alors vous comprenez, des fois Trek, 4, 7, je confonds. Bref, il a raison Johnson. Maintenant, faut voir ce qu'il propose à la place. Chose à noter, entre la transition Finn et Rey, il n'y a pas eu de volet, code qui indique dans Star Wars un changement de lieu ou de temps. Ici, on passe du vaisseau de la Résistance après une attaque à la fin du film précédent, donc un retour en arrière et un déplacement dans le temps et l'espace. Et on n'a pas de volet. Ni ici, quand on passe de Acto. Non, j'ai pas éternué, c'est le nom de la planète. Donc pas de volet non plus quand on passe de Acto à la salle du trône de Snoke. Par contre, on en a un quand on revient de Snoke et Kylo à Rey et Luke. Tout ça pour dire que le montage moderne ne sied guère à Star Wars, car si dans l'épisode 7 c'était encore à peu près cohérent, ici, c'est une cata. Nous retournons donc à Rey, qui finit de résumer à Luke la situation de la galaxie. We need Luke Skywalker. Hélas, sa réponse n'est pas celle que Rey ou le public attendait. You think that I came to the most unfindable place in the galaxy for no reason at all? Go away. On y revient. On voit ensuite le déroulement d'une journée normale de Luke, qui sert autant à faire traîner l'histoire qu'à y incruster des thématiques qui n'y ont pas vraiment leur place. Ici, le véganisme. Non, pas le traitement des animaux en général, le véganisme. Alors moi j'y suis pour rien, s'ils ont jamais foutu les pieds à la campagne et pensaient que le lait apparaissait par magie dans le carton. Mais perso, je viens de la campagne, donc les petits cris de gêne des vaches de mer quand on les traite... Et la rasade bien sauvage pour foutre du lait vert partout et te faire comprendre que manger les animaux ou ce qui vient d'eux est dégoûtant et les fait souffrir, ça me fait doucement rigoler. Je veux dire, je l'ai fait, ce qu'il fait. Traire une vache et boire le lait presque immédiatement après. C'est pas la mort. Ah, les citadins. Et pour en rajouter, on a également la séance de pêche, très bien filmée en conditions réelles, mais avec un harpon que vraiment personne n'aura envie de se prendre dans la gueule et démesuré même pour la taille des poissons locaux. Et enfin, la venue de nos amis les porgs. Alors en eux-mêmes, ils me dérangent pas sur le principe, j'ai gueulé sur le côté impersonnel de l'île et y ajouter une faune locale avec l'espèce qui s'occupe des ruines, les poissons, les vaches de mer ou les porgs, est déjà un pas vers un retour à la créativité de Star Wars. Maintenant, même les Ewoks ne servaient pas qu'à vendre des peluches.
Ce qui est relou avec les Porgs, c'est à quel point ils s'accaparent l'image pour quelque chose d'aussi inutile. Même la bestiole de Jabba le Hutt avait pas autant de plans dédiés à elle. Et quelques naïfs finissent pourtant par croire à l'excuse de Lucasfilm, qui ose faire la vierge effarouchée vis-à-vis de l'aspect commercial de la franchise et prétend qu'ils sont là pour excuser la présence dans les plans de certains oiseaux locaux. Voilà pourquoi faut pas les croire. 1. Si on arrive à incruster l'île et l'océan derrière Rey dans ce plan, alors que cet endroit est un décor construit dans un parking, je vous assure que gommer des oiseaux dans le ciel c'est de la pisse de chat, surtout avec ILM. De 2, ils auraient du mal à choper les oiseaux dans le plan, parce qu'ils finissent leur période de reproduction en septembre avant de migrer, et qu'ils ont tourné après, aux environs de la mi-mai 2016, avant leur retour pour la nouvelle période de reproduction. Parce que justement, de 3, c'est à cause des oiseaux qu'ils ne peuvent pas y tourner n'importe quand, et ont donc tourné avant le début de leur période de reproduction. Donc les Porgs, c'est là pour vendre des peluches, et c'est tout. Le lendemain, ou le soir même, difficile à dire vu qu'il a l'air surpris de la voir, alors qu'elle se prépare à le suivre à nouveau, Rey se sent soudain appelé par une souche d'arbre cachée dans la brume pour évoquer Star Wars 5 et la scène où Luke doit se confronter à ses peurs, mais ça ce sera pour plus tard. L'arbre est en fait une sorte de temple Jedi, dont il faut noter la beauté du décor et de la lumière qui se résume à un rayon tout fin, l'espoir dans l'obscurité, dans lequel Rey découvre un trésor Jedi. The original Jedi texts. I know this place. Sa curiosité piquée au vif, il commence enfin à poser des questions à Rey. Who are you? Where are you from? Nowhere. No one's from nowhere. Jakku. Alright, that is pretty much nowhere. Non, j'ai rien à dire, j'aime bien cet échange. Why are you here, Rey from nowhere? The Resistance sent me. Why are you here? Ça me paraît une raison suffisante. Surtout quand c'était l'objectif du film d'avant, qu'elle comprenne qu'elle pouvait pas fuir et que si elle avait les moyens d'aider contre le Premier Ordre, elle devait le faire. Something inside me has always been there. I don't know what it is, and I need help. You need a teacher. I can't teach you. I will never train another generation of Jedi. I came to this island to die. Bravo Ryan! Tu as encore une fois fait l'exact inverse de ce qu'on attendait de toi. Alors, je résume, si vous me le permettez. Luke Skywalker est parti chercher le premier temple Jedi de la galaxie en laissant derrière lui une carte qui permettrait de le retrouver et qu'on s'est fait chier à récupérer pendant tout le film d'avant parce qu'apparemment c'était essentiel. Et il a fait tout ça pour... mourir. Ok, c'est surprenant, mais ça n'a aucun sens. Ou bien quoi, la carte qu'il a laissée derrière lui, c'était comme le coup de fil que tu fais aux urgences après avoir allé ta boîte de cacheton? Il était pas sûr? S'il est venu là pour mourir, qu'est-ce qu'il fout encore là? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il vienne là pour mourir? It's time for the Jedi to end. Et ma paix intérieure alors? Voilà un des éléments du film sur lequel j'ai le jugement le plus paradoxal. D'un côté, j'adore cette idée, que même le gars le plus puissant et positif de l'univers puisse avoir eu un moment de doute et de faiblesse et remis en question tout ce qu'il avait connu jusque-là. Le mec essaye de monter un temple Jedi, et au premier essai, en quelques semaines a priori, et à travers son propre neveu, il échoue. Sauf que de l'autre, la logique de Luke et donc Johnson est idiote. Parce que quoi qu'il se reproche, les Jedi, en général, n'en sont pas la cause. Les anciens Jedi, ils ont rien à voir avec le fait que Luke ait échoué et que Snoke ait converti Ben Solo. C'est une illustration du problème à vouloir faire son délire perso et systématiquement l'inverse plus que quelque chose de cohérent avec le set. Mais s'il fait ça uniquement pour nous surprendre, ça montre surtout que le public et gérer ses attentes était plus important pour lui que de faire un récit qui ait du sens. Et là où ça se voit et pose le plus problème, c'est quand il substitue le point de vue des spectateurs à celui des personnages. Au début de cette séquence sur Acto, Luke interprète la demande que Rey relaie de Leia et la Résistance, comme Johnson interprète la demande du public. I think what? I'm gonna walk out with a laser sword and face down the whole First Order? On veut voir Luke Skywalker défoncer le Premier Ordre parce que c'est un ancien héros. Et c'est pour ça qu'il en fait un vieux bougon qui refuse de bouger son cul. Pour surprendre nos attentes envers une légende. Mais la raison pour laquelle la Résistance s'emmerde à essayer de récupérer Luke, c'est pas pour rallumer l'espoir comme le dit le texte d'intro. Ça c'est comme en pense un scénariste. La Résistance elle est plus concrète. C'est parce que c'est le seul putain de Jedi qui reste. On lui demande pas d'affronter tout le Premier Ordre, c'est pas non plus ce qu'il a fait dans la trilogie originale. On attend de lui qu'il s'occupe de ceux qui maîtrisent le côté obscur de la Force et sont plus forts que même les tirs de blaster. De fait, Luke ne prend pas ici une décision noble, mais fuit ses responsabilités et abandonne trop vite. Il a juste échoué une fois à les faire revenir. Il était clairement parti chercher une solution,
pas mourir. Nous laissons donc Luke et Rey à leur pensée pour retourner du côté des résistants qui sortent de l'hyperespace pendant que Leia a la migraine. You're demoted. Pardon? We took down a dreadnought. At what cost? Oh mon dieu, on ne rétrograde pas un soldat parce qu'il a eu des pertes en combat s'il a réussi sa mission. There are things that you cannot solve by jumping in an X-Wing and blowing something up. Ok, stop. Vous étiez attaqué. Il n'est pas parti tout seul en mission, Poe. Pour que vous ayez fait le plein des bombardiers et la vitesse à laquelle ils avancent, elle était forcément d'accord pour lancer l'attaque, et elle était nécessaire pour qu'ils puissent s'enfuir en un seul morceau. Ensuite, clairement, Poe a besoin d'apprendre à faire autre chose que tout faire péter. Parce que dans le 7, quand il s'est évadé et n'a dû se résoudre à tirer que parce que Finn n'avait pas détaché le tuyau d'essence, avant d'accepter d'abandonner sa mission et de rentrer à la base en abandonnant son droïde et la carte, ça montrait bien une personnalité d'incontrôlable tête brûlée. Enfin, c'est débile. Pourquoi Poe est parti en mission avec une réserve de bombardiers si le plan n'était pas de bombarder? Il faisait juste diversion. Bah heureusement que le premier ordre est complètement léthargique, dis donc, hein. Vous imaginez s'ils avaient eu la présence d'esprit de faire ce pourquoi ils étaient là et qu'ils leur avaient tiré dessus? C'est clair, hein, leur attention doit se tourner vers le vaisseau monoplace qui n'attaque aucune partie vitale. Ça empêche de tirer sur des cibles inertes. Surtout quand t'as 3 autres vaisseaux sous la main. Enfin, le dernier problème ici tourne autour de Leia. Quand on écrit un scénario, un truc qui peut aider, c'est de regarder d'autres films sur un même thème. Ça permet de s'inspirer, comme l'avait fait George Lucas avec son Star Wars, dont l'intrigue et les personnages de C-3PO et R2-D2 viennent du film La Forteresse Cachée de Akira Kurosawa, dans lequel un samouraï doit protéger une princesse charmante d'un clan ennemi qui veut envahir ses terres, assisté de 2 comic relief qui passent leur temps à se chamailler, et dont il a repris les transitions en volet, d'ailleurs. Le film essaye ici de jouer sur la difficulté pour un leader à envoyer ses troupes au combat, ce qui devrait particulièrement concerner Leia d'après Johnson, alors que bon, c'est pas comme si elle avait jamais abusé de ses troupes non plus. Mais le thème est emprunté d'un des films qu'il a regardé pour s'inspirer à l'écriture, 12 O'Clock High, ou L'Homme de Fer en français. Un film qui parle d'un général engagé pour diriger l'unique présence américaine en Europe au début de la Seconde Guerre mondiale, des bombardiers de jour, pour voir jusqu'à quel retranchement on peut pousser un soldat avant qu'il lâche, en préparation pour le conflit à venir. Lorsqu'il a vraiment l'impression d'envoyer ses bombardiers au massacre, puisqu'ils vont pour la première fois bombarder une cible en Allemagne nazie, c'est lui, le général, qui craque, faisant une crise de tétanie jusqu'à ce qu'il entende enfin le bruit des moteurs de ses gars qui reviennent. Sauf que le film entier était axé là-dessus, d'une. Parce que l'intérêt de connaître les inspirations de Johnson, c'est de voir où est-ce qu'il s'est planté en les transposant à son Star Wars. C'est cool de créer des thèmes forts dans un divertissement, mais quand c'est mélangé à tout le reste et que Leia est dans le coma à la moitié du film, le message devient trop dilué pour dire quoi que ce soit. De deux, le général avait raison de sentir qu'il allait trop loin. Le gars épuisait sciemment ses troupes jusque-là, et commence à douter lui-même de l'objectif donné par ses supérieurs, tester les limites d'un soldat, dans des conditions réelles où ils sont en danger de vie ou de mort, après avoir vécu si longtemps avec ces hommes. L'attaque n'était ni obligatoire, ni assez pressée pour la faire aussi rapprochée de leur dernière sortie, si ce n'est spécifiquement pour les pousser à bout. Elle a envoyé des troupes se débarrasser d'un canon plus gros qu'eux qui risquait de les tuer. C'est pas le moment d'avoir une crise de morale et elle est pas justifiée. Il fallait qu'ils se défendent. Encore une fois, Poe a juste détruit les défenses du Dreadnought, pas son arme principale. There were heroes on that mission. Dead heroes. Si c'est la faute de quelqu'un, c'est pas celle de Poe. Il a des soldats incompétents apparemment, parce que dans The Force Awakens il gérait sans problème le premier ordre, et un équipement aberrant parce que bombarder avec des vaisseaux qui se traînent le cul à 2 à l'heure avant de lâcher leur chargement à quelques mètres au-dessus de la cible quand les objectifs sont des installations ennemies dangereuses et protégées, c'est sûr, c'est pas facile. Donc s'il y a une leçon à tirer, c'est acheter de meilleurs vaisseaux et mieux entraîner les pilotes. Pas foutre une claque à Poe. En gros, ça n'est ni le moment pour avoir cette crise de morale, ni la bonne cible vers qui diriger sa colère, ni le personnage approprié pour inclure ce thème, parce que quand je pense Leia, je pense pas Nana qui sacrifie des soldats pour rien. Vouloir le minimum de morts dans une situation où on n'est pas la personne qui cherche le conflit à la base, mais où on est attaqué, est absolument absurde. Enfin, on poursuit ce magnifique travail d'écriture avec un « ta gueule, c'est de la SF ». How's Ray gonna find us now? A cloaked binary beacon. Ah oui, c'est génial ça, des signaux de localisation qui peuvent se brouiller eux-mêmes. Parce que c'est logique, hein, un outil qui dit où te détecter tout en étant indétectable. Et justement... They found us. Ouais, encore un gros vaisseau de la mort qui tue, encore plus que le dernier gros vaisseau de la mort qui tuait. Sauf qu'il a aucune puissance de feu particulière. La seule qualité qu'il a, c'est le traceur en vitesse lumière qui lui a permis de les retrouver. Ça semble un peu illogique de faire un vaisseau aussi énorme sans aucun réel avantage au niveau de la force de frappe. Et pour le vaisseau officiel de Snoke, que le design n'a rien de très original ou qui reflète ses mystérieuses origines. On dirait un double destroyer de Vador. They've tracked us through Lightspeed. That's impossible. And they've done it. Vraiment vous êtes sûr, ça serait pas le bracelet?
Et donc cette technologie-là, de pistage en vitesse lumière, elle vient d'être inventée là, dans les dernières 24 heures, entre les films 7 et 8. Et Snoke était pas au courant, il a dû se faire briefer par Hux. Qu'est-ce que the fuck? Kylo sort donc en TIE Fighter en faisant des loopings comme Papy, se met en route pour détruire le hangar du vaisseau, et l'intégralité de la flotte de la Résistance est balayée. Je sais pas comment lui fait demi-tour et se prend pas le mur par contre, mais soit. Il ressort achever son œuvre et vise le pont du vaisseau, mais au dernier moment, il se rappelle qu'il n'a pas de couilles et est le méchant le plus pourri jamais introduit dans cette saga, et se retient de tirer sur sa mère, dont il sent la présence, marquée, comme dans la trilogie originale, par un fondu de l'un à l'autre. Il est cependant tiré de ses rêveries lorsque ses troupes tirent à sa place, et que... Oh waouh! Je m'attendais à la mort de Leia, vu ce qui arrivait à Carrie Fisher, mais ça arrive tôt dans le film, dis donc, hein. Puis c'est marrant, cette mort, elle est super brusque, et super molle en même temps. Genre on coupe super tôt après, les vaisseaux font leur petit train-train, on semble avoir viré un des personnages les plus importants de cette saga comme ça, en un clin d'œil. They can't lose us, but they can keep at a range where our cannons are ineffective against their shields. Well, they won't last long burning fuel like this. It's just a matter of time. Pardon? Excusez-moi, j'ai loupé un truc là. Le premier ordre aussi, en panne d'essence. Parce qu'excusez-moi, hein, mais aux dernières nouvelles, une course-poursuite avec des vaisseaux qui peuvent aller en vitesse lumière, ça finit comme ça. Game over. Ah, bah revoilà Leia, tiens. Quand même, ils ont mis une minute entre le plan de sa mort et nous donner l'opportunité de faire le deuil. C'est dingue, en plus, elle aura vraiment servi à rien. Elle ne sera jamais devenue Jedi. Non mais c'est une blague. C'est une blague, hein. Pourquoi elle est en train de flotter vers le vaisseau en mode Superman? Sérieux? Elle se magnétise après avoir perdu conscience et après avoir gelé dans le vide de l'espace? Oubliez tout ça, hein, la meuf s'est pris une explosion dans la tronche au passage, hein, et elle va bien sûr, elle va tranquillement rentrer dans le vaisseau. Il nous a doublement nickel Johnson, hein, il nous a fait croire qu'il allait tuer Leia, et il l'a fait revenir. Il y a juste un problème avec cette façon de révéler que Leia a été entraînée à la force, Rian Johnson. C'est qu'on nous le révèle à travers un putain de Deus Ex Machina autour d'une actrice qui vient de mourir 1 an plus tôt. Ne pas avoir profité de l'occasion offerte dans le script d'origine pour offrir une mort grandiose à Leia est à la fois une occasion manquée et à mon sens un manque de respect profond envers l'actrice et les fans. Surtout que vu son utilité par la suite, ça aurait été parfaitement faisable, hein. Ils avaient même une remplaçante sous la main. Ou ça aurait été l'occasion d'offrir un vrai scénario pour Poe. Quoi? Sérieux? Mais il est complètement débile ce mec ou quoi? Mais si Léa était pas formée à la force et que c'était qu'un réflexe, c'est encore pire! Le gars vient de confirmer que c'est un putain de Deus Ex Machina, mais c'est dingue! Donc le type a littéralement écrit n'importe quoi du moment que ça sortait de son cul en fait! Bah bravo! Retournons ensuite sur Acto, où il fait nuit, et nous avons à nouveau droit à une scène vegan débile qui n'a rien à faire dans Star Wars, surtout pas avec Chewbacca, qui, tout intelligent qu'il soit, reste quand même plus proche de l'animal, et de l'animal carnivore... Et ce, depuis, si on en croit le film Solo... 190 years old? Donc c'est vraiment pas maintenant que le gars va être convaincu de pas bouffer de la volaille. Et là où vraiment ça fait passer les vegans pour des gars qui comprennent pas le fonctionnement de la vie, c'est que leurs petits yeux mignons et leurs petits cris plaintifs, là, à mon avis, il les a vus pendant qu'il leur arrachait la tête et leur vidait les entrailles pour ensuite les faire rôtir au feu de bois. C'est une bête féroce. Enfin, pas de gâchis élémentaire. Il les a tués, il les a cuits, il les bouffe maintenant. Sérieux quoi? Ralentir le montage de ton film pour ça? Pour faire une scène pro-vegan sur le personnage autour duquel ça n'a aucun sens. Heureusement que les gars sont pétris de bonnes intentions au fond d'eux, hein, parce que vu de l'extérieur, tout ça est juste complètement incohérent et ne sert à rien. Derrière Chewie, Luke se glisse dans le Faucon Millennium et y récupère 2 dés. Ça va marquer l'arrivée d'un point assez marquant chez Johnson, c'est une certaine supériorité envers les fans de Star Wars, pas tant parce qu'il serait chiant, mais parce que lui serait de toute façon un meilleur fan qu'eux. Parce que j'ai jamais trop entendu parler de ces dés qu'ils utilisent aussi dans le film Solo, et je me demandais quand même ce qu'ils foutaient là parce qu'ils vont servir de symbole pour représenter Han. Et si vous voulez savoir, ça vient du tout premier film où il pendait au rétroviseur du Faucon, mais ils étaient tellement en bord cadre que presque personne les a remarqués.
Au point que, dans les suites, ils disparaissent complètement. Et je trouve ça assez dingue que le mec mette au premier plan un truc que même l'équipe de tournage jugeait négligeable. Genre, moi je sais mieux que vous ce qui était cool dans Star Wars. Oh! Mais dans un ordre d'idée plus grand public et putassier, il fait aussi revenir l'hologramme de la princesse Leia du tout premier Star Wars que R2 projette à Luke pour essayer de le convaincre. C'est une des rares scènes où Luke peut montrer un côté plus chaleureux et proche de son ancien personnage, le message l'incitant à répondre enfin aux demandes de Rey. Tomorrow, at dawn, 3 lessons. Nous revenons ensuite aux rebelles qui font le bilan de l'attaque. Admiral Akbar, all our leadership, are gone. Honnêtement, vous connaissez ce mec parce que c'est devenu un mime. It's a trap! C'est la seule raison que vous avez d'être attaché, le gars a 6 répliques dans toute la saga. Je comprends pas un attachement aussi démesuré à des personnages de background. Lui aussi d'ailleurs, hein, il est mort sans aucune révérence. Alors ça va, il a eu des répliques, on dit son nom tout haut, il y a des choses plus graves dans ce film que de pas avoir fait une scène spéciale autour de la mort de l'amiral Akbar. Suite à la mort de tous leurs généraux, un nouveau leader doit être désigné et c'est l'amiral Holdo qui récupère le poste, un gâchis de Laura Dern sur lequel on va revenir, juste après s'être concentré 2 secondes sur le soupir de soulagement que lâche Poe après avoir cru que c'était à lui de diriger la résistance. Parce que ça fait vachement réaction de tête brûlée, hein? Vous trouvez pas? Maintenant, passons à Laura Dern parce que juste le look, waouh! C'est pas les cheveux violets qui me dérangent, mon personnage préféré de Star Wars Rebels c'était Sabine, c'est surtout le contraste avec l'absence totale de classe de la robe. On dirait que la meuf a arraché des rideaux juste avant pour s'enrouler dedans. Ça fait ressortir son cou, ça la rend toute plate, et l'ouverture sur les clavicules c'est sympa quand c'est une des parties du corps qui révèle le plus l'âge d'une femme. D'ailleurs, ça a l'air sérieusement photoshopé tout ça. 400 of us, on 3 ships. We're the very last of the Resistance. Non! Non, désolé, ça peut pas être vrai. On réfléchit en termes d'univers, de galaxies entières opprimées ou menacées par un pouvoir. Il peut pas y avoir que 400 pecnos dans la galaxie qui s'opposent au premier ordre. Ils ont forcément des cellules disséminées partout dans l'univers, je n'y crois pas. The downtrodden and oppressed know our symbol, and they put their hope in it. We are the spark that will light the fire. That spark, this resistance must survive. C'est un scénariste qui parle là, pas un personnage. D'accord, elle fait un discours de motivation à ses troupes, mais l'ordre est complètement inversé. C'est pas la résistance, symbole de l'espoir, qui pousse les gens à s'opposer au pouvoir totalitaire et fasciste. C'est le pouvoir fasciste et totalitaire qui pousse les gens à croire en une résistance. Ils sont pas l'étincelle, putain. Dans le pire des cas, ils sont le kérosène, dans le meilleur des cas, ils sont le feu lui-même. C'était ce que nous disait Rogue One, que l'espoir inspire la résistance, et non l'inverse. Rebellions are built on hope. I just want to know what's going on. Of course you do. You're impulsive, dangerous. Et pourquoi elle lui parle comme un gamin? And the last thing we need right now. À partir de maintenant, Holdo va devenir un mur. Elle renvoie tout le monde à son poste, mais ne donne aucun ordre, ce qui rend cette réplique cocasse, et refuse donc de partager son plan avec l'équipage et Poe, préférant, en bon amiral, s'aliéner immédiatement de ses officiers sans autre raison que l'humilier pour le plaisir. Captain? Not commander, right? Wasn't it Leia's last official act to demote you for your dreadnought plan? Et en ne tenant compte que de la dernière intervention du gars, qui sait très bien de toute façon qu'ils n'ont plus d'armada et bordel de merde, et ce qui est une situation aussi désespérée qu'ils la vendent est vraiment le moment pour donner une leçon à Poe. L'intérêt principal, dans la tradition de faire l'exact inverse de l'épisode 7 qui allait à fond la caisse, c'est de faire traîner le scénario et de permettre au sous-scénario suivant d'être introduit. Car de son côté, Finn réalise que la résistance est foutue si elle obéit aveuglément à une connasse pareille qui refuse simplement de donner son plan, et décide, oui non attendez j'ai pas fini sur Holdo, regardez ce que disent Leia quand ils sortent de l'hyperespace et Poe quand il s'adresse à Holdo. We need to find a new base. And we need to shake them before we can find a new base, so what's our plan? Donc c'est quoi le problème? Tout le monde sait qu'il leur faut une nouvelle base, la seule chose qu'elle veut pas leur dire c'est qu'ils se dirigent vers l'une d'elles, ça n'a aucun sens. Et en plus ils vont tout droit, ils la voient pas sur le chemin, la planète. Je pense même qu'une bonne partie d'entre vous avait commencé à se dire que c'était une espionne du premier ordre, ou bien qu'elle les croyait infiltrée. Et je veux dire, allô, personne suspecte l'ancien Stormtrooper. Mais comme personne n'évoquera l'hypothèse de l'espionnage, c'est vraiment juste pour mettre des bâtons dans les roues ou donner une leçon non méritée à Poe. Bref, Finn, donc, qui avait récupéré le bracelet de Rey, se met donc en tête de partir loin de tout ça pour éviter qu'elle ne revienne dans un traquenard. De nobles intentions qui ne font pas oublier que ça reste la seule chose qui définit Finn, être un lâche qui fuit. C'est alors qu'il croise le chemin de Rose Tico, jouée par Kelly Marie Tran. Ouais. Rose. She felt like a character who didn't belong in a Star Wars movie, and it appealed to me.
Rose. Donc. Les prénoms de cette nostalgie sont d'une banalité sans nom. Monosyllabique, Rei, un prénom très courant au Japon, Po, le nom d'un panda qui fait du kung-fu et d'une soupe japonaise, Hux, Finn, Snoke, Maz, et maintenant, Rose. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Et Luke, alors? Mais Luke, c'était normal de lui donner un prénom banal. C'était l'avatar du spectateur. Si vous donnez des prénoms normaux aux personnages secondaires, l'effet que ça fait, c'est de rendre l'univers global de Star Wars plus banal. Et ouais. Rose est la sœur de celle qui s'était sacrifiée au début du film pour bombarder le Dreadnought. Elle nous est présentée dans une scène incroyablement mal équilibrée qui commence dans le deuil, puis va dans la comédie avec Finn qui essaie de s'en débarrasser et elle qui comprend pas et se la joue groupie. Le Finn qui a... Ouais, le gars, ça fait quand même à peine 24 heures qu'il est dans la Résistance, il s'est retrouvé dedans par hasard, et il a rien fait de spécial sur Starkiller à part demander à Chewbacca de faire un plaquage à Phasma pour qu'elle désactive le bouclier. Et ils ont placé leur bombe sur un coup de tête de Han. My friend's got a bag full of explosives. Let's use them. Ensuite, le gars s'est fait niquer le dos, et depuis, il est récupéré à l'infirmerie. Ah oui! Le Finn! When we heard about it, my sister Paige said, Rose, it's a real hero. Après, Rose part en mode « je suis excentrique » en révélant qu'elle tase les déserteurs depuis le matin, et après ce jeu de quiproquo assez insupportable, elle finit par être en colère et taser Finn. Hein? Attendez, on suit encore Finn et Rose? C'était quoi ce plan badass motherfucker sur Rose alors? C'est un plan pour terminer une scène ça, faire une transition. Vache, le rythme de cette scène est vraiment dégueulasse de bout en bout. Hein. Alors que Finn essaye de s'expliquer, il révèle, parce qu'apparemment il y a des gens dans le vaisseau qui l'ignorent, que le premier ordre les a pistés en vitesse lumière. Et devinez quoi? La meuf qui vient de dire que c'est impossible sait exactement comment fonctionne le système et comment le désactiver, donc elle passe de ça n'existe pas à connaître le principe mieux que Snoke lui-même et échafauder un plan pour l'arrêter. Et attendez, dans 2 secondes, il y a une scène où ils ont les plans complets du vaisseau de Snoke et de l'appareil de pistage, rendant cet échange absurde. The guy that used to mop it. Vous vous souvenez quand Finn devait nous permettre d'explorer les troubles intérieurs d'un ancien Stormtrooper endoctriné depuis l'enfance? Il passe le film à suivre Rose. Puis c'est de plus en plus progressiste, hein. Le noir n'a jamais servi qu'à passer le balai, la serpillière, il cherche toujours à fuir. Cool. Cool. Just give it to me one more time, simpler. So the First Order is only tracking us from one destroyer, the lead one. But if we sneak on board the lead destroyer and disable the tracker without them realizing, they won't realize it's off for one system cycle. Pour réaliser l'exploit d'accéder au vaisseau sans se faire détecter, il demande l'aide de Maz Kanata, toujours motion acté par Lupita Nyong'o, qui se révèle indisponible et les renvoie vers un hacker sur Canto Bight. Ainsi démarre le boulet principal de The Last Jedi, le sous-scénario de Finn et Rose sur Canto Bight. Un passage si stupide et inutile que plutôt que de vous le résumer au fur et à mesure du film, je vais tout vous faire d'un coup, comme ça vous permettra de mieux vous rendre compte de l'inutilité totale et absolue de ces scènes. This is like you said, the most complicated sequence in Star Wars history. Oh putain, si c'est vrai, c'est triste! Finn et Rose s'échappent à l'aide d'un vaisseau, ce qui montre un premier problème. S'ils ont d'autres vaisseaux qui peuvent aller en vitesse lumière, ils n'ont qu'à évacuer les membres de la Résistance petit à petit et tous se disperser aux 4 coins de la galaxie, voire même aller chercher du renfort ou de l'essence. De 2, pour qu'on ne rapporte pas le vaisseau à Holdo, Poe requiert l'assistance de Carrie Fisher Jr. et comme elle est sur le pont de commande, elle doit faire partie, comme cette femme, du cercle des privilégiés qui savent ce qui se passe et pourraient l'expliquer à Poe, mais je l'avoue, ça c'est une supposition. Pourquoi je dis que cette intrigue est inutile? Les personnages vont récupérer un hacker spécifique afin qu'il leur ouvre l'accès à la salle où ils pourront désactiver le traceur, mais ils vont non seulement rater leur cible, mais en plus ramener un des personnages les plus absurdes et cons de la saga, un autre hacker et pirate rencontré en prison et nommé DJ. Nous l'appellerons Damien Jacques.
Damien Jacques, joué par Benicio del Toro, va tenir parole et les mener jusqu'à la salle, mais ils seront arrêtés par les forces de Phasma. Oh putain, elle est encore là, elle! Je me rappelais même plus! Et pour se sortir d'affaire, Damien Jacques fera un arrangement avec le Premier Ordre. De fait, l'intégralité de la mission est à la fois un échec, puisqu'ils ne récupèrent pas la bonne personne, et inutile, puisqu'ils n'atteignent pas leur objectif, voire contre-productif, puisque ce sont eux qui amènent le Premier Ordre à se rendre compte de leur évacuation finale, mais ça on y reviendra. Et enfin, qu'ils aient réussi ou échoué n'est même pas le problème. Le problème c'est que tu ajoutes ou que tu enlèves les séquences sur Canto Bight, la résistance finit de toute façon sur Crate, qui est son objectif, avec l'attaque finale de Holdo sur le Premier Ordre. La seule chose qui serait perdue c'est la mort de Phasma, et elle n'apparaît que pour ça, mourir. Encore une fois, la seule et unique utilité de ce segment, c'est de perdre, ou plutôt de gagner justement, du temps. Alors là, on va me parler des gamins et des chevaux chelous. Quand ils arrivent, Rose nous sort la partie commentaire social du film à base de « Bouh, les riches c'est des cons qui exploitent les pauvres, les enfants et les animaux, même tellement ils ont pas d'âme » dans la continuité du message vegan. J'adore comme le film ajoute une guerre des classes de bas étage, quand on suit, je vous le rappelle, une princesse depuis le début, en nous montrant des esclaves, chose déjà abordée depuis l'épisode 6 avec Jabba et l'épisode 1 avec ni plus ni moins qu'Anakin, ce qui implique également que le combat de nos anciens héros a définitivement été inutile, puisque même ça ils ont pas réussi à le faire disparaître, et des animaux fouettés. Pardon, mais sérieux, c'est le truc le plus superficiel et artificiel du monde. Et c'est le dernier truc à foutre dans Star Wars. Une satire sociale des riches et des pauvres. C'est vachement ce que j'ai envie de voir dans une galaxie fort lointaine, dis donc. J'ose espérer qu'aucune personne qui rejette la prélogie pour sa politique n'apprécie cette partie. Et ça vient de Johnson, hein, bien sûr. Dans tous ses films, il y a toujours au moins une scène qui dénonce ou montre l'attitude oisive des riches. Et donc, pour s'échapper, Finn et Rose ont l'idée de libérer des chevaux chelous, nommés des Fathiers, mais comme c'est des trous du cul, pas les enfants qui seront fouettés pour les avoir laissés faire, et de les utiliser pour défoncer la ville et essayer de rejoindre leur vaisseau avant d'être contraints de s'enfoncer dans la brousse, de laisser les animaux partir et d'être sauvés par Damien Jacques qui devait juste passer par là parce que j'ai aucune idée de comment il s'est débrouillé pour les trouver. Now it's worth it. Ils seront recapturés le lendemain et transformés en steak de Fathiers sauvages. Quant aux enfants que vous avez oublié de libérer, ils seront fouettés et privés de nourriture pendant une semaine. Vous n'avez servi qu'à foutre la merde, et comme en plus il va falloir réparer les dégâts, vous avez boosté l'économie locale et un paquet de gens vont se faire du pognon. Vous êtes des blaireaux. Mais c'est pas grave, car leur scénario sert à montrer comment les actes de la résistance, les actes de résistance, productifs ou vains, inspirent les autres autour d'eux à rejoindre le combat. Parce que c'est vrai, les gamins qui vivent dans l'enclos des chevaux chelous dont ils s'occupent, ils ont besoin de voir Rose et Finn pour avoir l'espoir de renverser leur bourreau. Putain, qu'est-ce que ce thème de l'espoir me sort par les yeux! Sauf que de qui ils parlent, les gamins, à la fin? Des deux cons qui les ont plantés là, ou de... Skywalker, Jedi Master. Donc je suis navré, vous ne pouvez pas dire que le segment Finn et Rose inspire les enfants, c'est littéralement faux. Ce ne sont pas eux qui les inspirent. Inclus en bonus dans ce sous-scénario, c'est avec Damien Jacques que le film va filer une dernière fois le commentaire social de comptoir, quand il fait un discours pitoyable à Finn sur le propriétaire du vaisseau. This guy is an arms dealer. Made his bank selling weapons to the bad guys. I'm the good. Bah oui, pauvre débile, parce que d'habitude la résistance achète ses vaisseaux concessionnaires Citroën du coin. C'est évident, hein. C'est pas comme si on avait eu une 50aine d'épisodes de Star Wars Rebels centrés sur le fait de voler des vaisseaux à l'ennemi et faire des transactions avec des pirates de l'espace, vous savez? Ce truc que faisait Han Solo dans Star Wars. Mais quelle découverte incroyable que le fait qu'il y ait des gars qui vendent des armes aux deux côtés! Quel chamboulement pour Finn, je veux dire! Résister ok, mais résister dans des vaisseaux achetés au même marché noir qui fournit le Premier Ordre? Alors là, ma vision du monde est chamboulée! Y a quoi de faire douter de résister, non? Putain, qu'est-ce que le scénario de Finn et Rose me fout sur les nerfs! On s'en branle! Au mieux, c'est une explication qui prépare à sa trahison, mais sérieux, vous avez fait confiance une seule seconde à ce mec pendant le film? Même son bégaiement est faux. Tout pue le traître sans foi ni loi chez ce mec. Ils le trouvent en prison et ils sont surpris, ces crétins. You lying snake. Oh, mais il revient tout le temps, cette insulte débile. Murder snake. Bref, ni leur mission, ni le gars qu'ils récupèrent ne servent à quoi que ce soit d'utile. Alors là, ce que beaucoup d'entre vous me répondront, c'est que le film est axé sur le fait d'apprendre de ses erreurs et de dire que l'échec est parfois plus salvateur et riche en apprentissage que la victoire. Alors, sur le principe, ça me dérange pas, je suis pas contre, puis c'est pratique de transmettre ça au moment où tout le monde s'attend à te voir trébucher avec ton film. Mais c'est pas qu'ils échouent mon problème. Tous les personnages, dans toutes les histoires, échouent au moins une fois, généralement entre l'acte 2 et 3, pour qu'on ait l'impression que tout est foutu et qu'il faudra un miracle pour qu'ils s'en sortent. Non, ce qui me dérange, c'est que ça leur apporte rien, justement. Et j'en vois déjà venir me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit utile ou pas, mais mes petits agneaux. Dans un film comme Star Wars, un truc inutile, c'est 12 décors, une centaine d'animatroniques et de costumes, le tout pour plusieurs millions.
Donc c'est pas rien de faire un truc inutile dans un film de ce genre, c'est littéralement du gâchis d'argent, de temps et de licence Star Wars. Il y avait plus constructif, divertissant et neuf à mettre dans cette saga. Mais voyons l'application de la fameuse théorie de l'échec. Une fois encore, il est intéressant de se pencher sur les films qui ont inspiré ce segment de l'histoire à Johnson pour comprendre pourquoi ça devrait marcher, mais en fait non. Ce thème vient principalement de Gunga Din, film américain réalisé par George Stevens datant de 1939, et de Les Trois Samouraïs hors la loi, film japonais réalisé par Hideo Gosha en 1964. Les deux films mettent en scène des soldats ou samouraïs qui prennent une succession de mauvaises décisions, les payent, mais en tirent tout de même une victoire sous une forme ou une autre, concrète ou symbolique. Gunga Din suit des officiers britanniques un peu idiots, le film étant avant tout une comédie, accompagnés d'un indigène indien un peu simplet nommé Gunga Din, qui se prend pour un soldat et dont tout le monde se moque, à la recherche d'une secte vénérant Kali, un dieu requérant des sacrifices. Gunga trouve le temple et y amène un soldat attiré par son or qui se fait capturer, puis s'enfuit à nouveau pour prévenir les amis du soldat qui viennent l'aider, mais se font capturer à leur tour. Le gourou ayant prévu de tendre un piège à leur armée quand elle viendra les sauver, les officiers essayent de l'arrêter, mais c'est finalement un Gunga Din blessé qui escaladera de ses dernières forces le dôme du temple pour sonner l'alarme, et ainsi sauver au prix de sa vie l'armée anglaise, qui finit par reconnaître sa bravoure et son courage lors de son inhumation. Les Trois Samouraïs hors la loi suit trois samouraïs qui se réunissent autour d'un conflit entre des paysans et leur maître. Le premier passe par hasard devant leur ferme, s'y invite et décide de les aider à négocier avec le seigneur local le retour de sa fille qu'ils ont kidnappée, tout en sachant que cet acte sera irrémédiablement puni et la négociation vouée à l'échec. Les deux autres samouraïs sont parmi ceux engagés par le fameux seigneur pour tuer les paysans, que le premier parvient à convaincre du bien fondé de leur acte, que même la victime finit par comprendre. Hélas, comme prévu, les paysans sont assassinés à peine la fille rendue à son père, malgré ses protestations, mais ils seront vengés par les trois samouraïs qui repartent essayer d'aider les innocents qu'ils croiseront. Là où ces films fonctionnent, et The Last Jedi non, c'est que comme je l'ai dit, au final, vraiment rien ne ressort de ce scénario. Absolument rien n'a été gagné ici, à part les gosses, on a vu que c'était vis-à-vis de Luke et pas d'eux. Dans Gunga Din, l'incompétence comique des soldats révèle la valeur de Gunga Din, son sacrifice sauve l'armée, et si les soldats n'avaient pas été capturés pour tendre le piège, une autre armée aurait été décimée par le gourou et ses hommes. Et dans les Trois Samouraïs, on savait depuis le début qu'il n'était pas question que les trois kidnappeurs s'en sortent indemnes et sans conséquences, leur acte était trop grave même s'ils étaient désespérés, mais quand bien même, ça aurait permis la rencontre et l'amitié de ces trois samouraïs, qui ainsi vengent leur mort de façon totalement désintéressée, ce qui est noble car ils sont conscients que c'est la mauvaise décision, qu'ils s'attirent des ennuis, mais jugent la cause de ces trois paysans comme plus importante. Ici, non seulement rien n'est accompli, mais si le but est d'apprendre de ses erreurs, il faut qu'elle t'apprenne quelque chose. Alors attendez que je vous fasse la liste des erreurs de Finn et Rose et leur enseignement. Ils vont apprendre que c'est mieux d'avoir un supérieur qui te dit son plan pour t'empêcher de flipper et d'essayer de trouver tes propres solutions, que quand tu viens réaliser une mission hyper importante, tu gares pas ton vaisseau n'importe où, je veux dire, imaginons qu'il n'avait pas utilisé le parking pour ne pas filer d'argent à ces salauds, au moins tu te mets dans un endroit discret et tu changes de place quand le caméo de Joseph Gordon-Levitt te prévient qu'il va appeler les flics. This is a public beach, we can't park that shuttle here, but they just lit off toward the casino. Apprendre que tu ne fais pas confiance au premier trou du cul qui te dit qu'il est capable de pirater un truc quand tu as clairement une cible que tu as déjà repérée à ramener, à ne pas amener tes ennemis vers ton véhicule garé illégalement quand ils te poursuivent depuis 10 minutes, à ne pas confier à un inconnu ultra louche le plan de tes amis, et enfin, apprendre que quand tu t'infiltres dans un vaisseau du premier ordre, sans casque alors qu'un membre du groupe est un ancien Stormtrooper qui sait où sont les uniformes et que tout le monde pourrait reconnaître en plus d'avoir camouflé connement ton droïde sous une poubelle, tu risques de te faire repérer. Ah c'est sûr, il y avait besoin d'échouer une première fois avant d'apprendre des choses aussi révolutionnaires. Un dernier point sur lequel je devais revenir, c'est qu'avec cette volonté qu'a Johnson de vouloir tourner en image réelle, on se retrouve avec des rues qui donnent vraiment l'impression d'être à Monaco. Au sens de sur Terre. Paye ton putain de dépaysement cosmique. Rose et Finn ont presque une influence plus négative que les ennemis sur le scénario et n'apportent rien de constructif ou de positif. Donc ils ne servent à rien. Voilà. C'est fait, c'est plié, maintenant on fait une petite pause et on passe à la suite du film.